27 janvier 1945. Pendant la longue contre-offensive russe, l'armée rouge affronte les forces du Reich sur les bords de la Vistule, en Pologne. Après 15 heures de combat victorieux, les Russes franchissent enfin les grilles du complexe d'Auschwitz, au-dessus desquelles trône en lettres de métal cette phrase tristement célèbre. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Avec la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau, le monde découvre les conséquences du régime nazi. Ce ne sont pas moins de 10 millions de personnes qui furent déportées aux quatre coins du Reich, dans ces camps de concentration et d'extermination. 6 millions y perdront la vie. En 1973, Alexandre Solzhenitsyn publie un livre choc, L'archipel du Goulag, révélant le système concentrationnaire soviétique de l'époque stalinienne. Dans ces camps de travail, nulle chambre à gaz allemande, mais l'hiver glacial russe les remplace. Des prisonniers condamnés pour 5 ans pouvaient ne toujours pas en être sortis après 20 années, s'ils parvenaient à survivre jusque-là. Aujourd'hui encore, on ignore précisément le nombre d'hommes et de femmes qui ont trouvé la mort dans ces camps durant le régime de Staline. On parle de 12 à 20 millions de prisonniers, avec un bilan humain pouvant aller de 2 à 7 millions de morts. À la parution de son ouvrage, Solzhenitsyn sera décrié, discrédité, voire insulté, non seulement par l'URSS, mais également par bon nombre d'intellectuels de gauche occidentaux. L'ouverture des archives soviétiques, à partir de 1986, finira par lui donner raison, et nul ne put continuer d'ignorer l'ampleur que fut le système répressif stalinien. L'Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne, que pourtant tout sépare, se retrouvent sur un unique point commun, le régime totalitaire que les deux tyrans ont instauré. Aujourd'hui utilisé pour dénoncer la moindre restriction de liberté, aussi minime soit-elle, le totalitarisme est un concept complexe et si particulier qu'il ne peut être utilisé sans précaution. Nous verrons ici quelles sont les composantes du totalitarisme, de sa suprématie idéologique à son emprise totale sur la société, et comment il a pu s'immiscer dans la sphère la plus intime des hommes pour en détruire leur individualité et leur humanité. Le nombre de pays que l'on peut qualifier sans aucune hésitation de totalitaire est restreint. Il n'y en a en vérité que deux. Celui de l'Allemagne nazie, de 1933 à 1945, et celui de la Russie soviétique sous Staline, de 1929 à 1953. Ce sont les deux seuls régimes où il n'y a aucun débat sur le fait qu'ils étaient totalitaires. Le totalitarisme, à la différence des régimes autoritaires, est profondément animé par une idéologie. Et même si le stalinisme et le nazisme sont loin de partager un socle idéologique commun, le fanatisme qu'ils inspirent est semblable, de même que leur méthode. Dans les deux pays, la violence d'État va se déployer en terreur contre des groupes sociaux entiers. En Allemagne, cette terreur sera appliquée contre les juifs, les tziganes, les communistes, les libéraux, les artistes, les asociaux ou l'église confessante. En URSS, ce sont les paysans enrichis, ceux qu'on nomme les koulaks, c'est-à-dire les profiteurs, qui sont persécutés. Dans la liste, on retrouve également les croyants, les anciens tsaristes, les minorités nationales ainsi que tout opposant réel ou potentiel qualifié de réactionnaire. Pour les deux idéologies, il faut un ennemi total, un fautif ou un nuisible. Et pour les deux idéologies, il faut un idéal à atteindre. Cet idéal, c'est l'homme lui-même, ou en tout cas le surhomme qu'il peut devenir. Le stalinisme se basera sur les lois de l'histoire, et le matérialisme historique de Marx pour créer son nouvel homme, l'Homo soviéticus. Le soviétique fort, productif, obéissant, et dévoué à la cause et au parti. Hitler aura son homme pur également. Le fameux arien, censé être la race supérieure de par les lois de la nature. Les deux idéologies vont se baser sur un livre de référence, le manifeste du Parti communiste pour l'un, Mein Kampf pour l'autre.
L'objectif du totalitarisme est simple. La transformation totale de la société et des individus pour les mener vers un monde nouveau, peuplé d'hommes nouveaux. Pour ce faire, les totalitaires vont se doter d'un arsenal institutionnel total, dont l'objectif est la coercition, le contrôle de la vie politique, des sociétés et de la communication. Et cet arsenal sera celui des monopoles, appliqués avec force et terreur. Le premier est le monopole idéologique. L'idéologie est la vérité suprême de l'État. Elle s'occupe de tous les aspects humains et ne peut coexister avec d'autres. Sans idéologie, pas de régime totalitaire. Et toute faute, qu'elle soit commise au niveau politique ou économique, est directement considérée comme une faute idéologique. Le totalitaire s'arrogera le monopole du pouvoir, qui lui permettra de contrôler tous les moyens de coercition. Ce monopole lui permet un contrôle policier de terreur et de persuasion. Le pouvoir mettra en place une police secrète, comme la Gestapo et la NKVD, ainsi que des camps de concentration ou de rééducation pour réprimer ce qu'on appelle les fautifs. Dans le régime nazi, tous les symboles de résistance, quels qu'ils soient, furent exterminés. Un exemple édifiant pour comprendre l'étendue de ce monopole est celui de Hans et Sophie Scholl. Ces deux frères et sœurs faisaient partie d'un mouvement résistant face au nazisme qui se nommait la Rose Blanche. Après avoir distribué des tracts anti-nazis et avoir critiqué les guerres du régime, les Scholl furent dénoncés par le concierge de l'université dans laquelle ils étudiaient. Suite à des interrogatoires mêlés de torture, le frère et la sœur avouèrent leurs crimes et furent condamnés à la peine capitale par le tribunal populaire, pour démoralisation des troupes. Les jeunes étudiants seront guillotinés le 22 février 1943. Toujours en Allemagne nazie, des enfants âgés de 7 à 13 ans furent également condamnés à mort, par pendaison, pour faire office d'exemple. Ces enfants faisaient partie d'un groupe rebelle, les pirates Edelweiss, qui avait comme particularité de se bagarrer contre les jeunesses hitlériennes. En Allemagne nazie, il n'y a pas d'âge pour être considéré comme ennemi de l'État. Dans le même ordre, en URSS, Staline avait organisé la purge d'environ 1 260 000 personnes considérées par le régime comme étant nuisibles. Le tout en l'espace d'à peine 16 mois. S'ajoute à cela le monopole économique et professionnel qui fait partie de l'État. Bien qu'il faille nuancer l'économie hitlérienne qui était plus libérale, c'est-à-dire que les firmes privées pouvaient y faire des affaires, le régime au final avait toujours le dernier mot sur l'économie, le système communiste stalinien, quant à lui, planifiait l'intégralité du système économique russe. Et ce, de la production à la consommation, en passant par la distribution. Le quatrième monopole est celui de la politique, qui se traduira par la présence d'un seul et unique parti, qui englobera l'intégralité de la population. Le parti est sévèrement hiérarchisé, avec à sa tête un guide charismatique. L'État organisera également le monopole de la technologie. La modernité et son lot d'innovations technologiques a permis au totalitarisme de se développer et d'asseoir son emprise sur la société. C'est entre autres pour cette raison que les régimes totalitaires ne sont pas apparus avant le XXe siècle. Car sans moyens de communication moderne, sans moyens de transport rapide et sans système de production industrielle, il est bien plus complexe de contrôler toutes les sphères d'une société. C'est également pour cette raison que l'État totalitaire va mettre tous les moyens nécessaires pour développer davantage l'avancée de la recherche. Que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, du militaire, des communications, de l'industrie, des sciences ou du domaine spatial, toute avancée technologique est bonne pour le régime, car elle permet d'asseoir la supériorité de son système et de son idéologie. Enfin, et évidemment, l'État organisera le monopole de la communication, qui permet d'avoir la main mise sur l'ensemble des médias, radio, presse, télévision, cinéma, qui lui permettront d'appliquer un culte de la personnalité, le tout avec une propagande exacerbée. Sans les 6 monopoles réunis, le régime totalitaire n'est pas possible, ou n'est pas achevé. C'est pour cette raison que l'on peut qualifier certains régimes autoritaires de totalisants, ou post-totalitaires. C'est par exemple le cas du régime de Franco en Espagne, qui, même s'il avait bon nombre de caractéristiques totalitaires, telles que des camps de concentration, demeure un régime autoritaire car il ne maîtrisait pas la totalité des monopoles. En Turquie, Atatürk avait instauré un culte de la personnalité,
et un parti unique, mais la finalité de son régime était d'installer une démocratie libérale et non une suprématie idéologique. En ce qui concerne Duvalier, en Haïti, malgré sa milice des tontons macoutes qui instaurait la peur, il ne se basait sur presque aucune idéologie. Son régime reposait sur l'arbitraire, la peur et la récompense de ceux qui n'allaient pas dans son sens. Le totalitarisme nécessite donc l'intégralité des monopoles pour être opérationnel. Et ces monopoles sont mis au service de l'idéologie du régime, ainsi qu'au service de son chef, son fourreur ou son petit père des peuples, qui va construire un véritable culte autour de son être. Ce culte de la personnalité est fondamental dans le totalitarisme, car il permet d'asseoir la légitimité du régime, qui se construira sur le charisme du chef de l'État. Cette légitimité est bien différente de celle utilisée dans les régimes autoritaires, qui s'appuient davantage sur le principe de tradition. Elle est aussi totalement opposée à ce que l'on appelle la légitimité légale rationnelle, basée sur le droit, que l'on retrouve dans les démocraties. La légitimité du chef charismatique se repose sur ses adeptes, complètement passionnés, affectés et dévoués à leur guide, ce dernier faisant preuve d'une communication exemplaire, dans ses discours politiques ou dans ses apparitions publiques. Les adeptes sont tellement convaincus émotionnellement par leur messie, par ses capacités jugées hors normes et par son dessein, qu'ils reconnaissent de manière spontanée sa révolution, sans nul besoin d'une élection ou d'une tradition séculaire pour le légitimiser dans ses fonctions. Pour ce faire, le totalitarisme a grand besoin de l'endoctrinement, surtout de la jeunesse qui est plus active, pour une adhésion sans réserve de leur projet de société. Pour ceux qui n'adhèrent pas, la conséquence est simple. Soit ils sont marginalisés, soit tués, soit disparaissent. L'idéologie dépasse le pragmatisme dans le totalitarisme. Les principes priment sur la raison et le bon sens. Il n'était ni rationnel ni utile pour le régime nazi d'exterminer les Juifs en pleine période de guerre, alors que la défaite se rapprochait pour les Allemands, et que toutes les ressources et main-d'œuvre auraient été nécessaires aux nazis pour avoir la victoire. Le seul mot d'ordre a été d'accélérer l'extermination dans les camps, défiant toute rationalité, aussi inhumaine aurait-elle pu être. En URSS, la collectivisation de l'agriculture et la prolétarisation forcée des paysans a créé la destruction de plus de 50% des récoltes. Si l'on veut penser dans un esprit purement mécanique et dénué de sentiments, l'extermination d'une population en général n'est en rien utile pour le système, car toute population demeure un moyen pratique de production. Ces illustrations montrent qu'un totalitarisme n'est compréhensible et logique que par le prisme de l'idéologie. Et la primauté de l'idéologie sur le pragmatisme est ce qui différencie grandement le totalitarisme d'un simple régime autoritaire. Alors que les autoritarismes vont mettre la priorité sur l'obéissance politique des citoyens vis-à-vis de l'État, le totalitarisme, lui, va viser la domination idéologique pure et simple de la société qui va conduire à l'élimination de toute spontanéité possible avec la terreur et le secret. C'est sans nul doute la différence la plus fondamentale entre ces deux régimes. L'une des personnalités les plus connues ayant étudié le totalitarisme est probablement Hannah Arendt. Philosophe et politologue juive allemande, elle fuit le nazisme dès 1933 et s'installe en France, puis aux États-Unis. Durant sa carrière, elle va analyser de nombreux sujets, dont celui du totalitarisme qu'elle traite dans son ouvrage « Les origines du totalitarisme », paru en 1951. Pour Arendt, la société totalitaire n'est pas régie par un cadre de loi fixe, et ce manque de structure légale est intentionnel, car les lois qui priment sont des lois supérieures, comme déjà dit, les lois de la nature pour les nazis, les lois de l'histoire pour les communistes. Ainsi, les frontières de la légalité sont très floues, et les normes d'hier peuvent ne plus être celles d'aujourd'hui. Vous pouvez vous endormir un soir, persuadé d'être un bon communiste, et vous faire arrêter par la police le lendemain, car vous ne correspondriez plus à cet idéal que vous avez défendu. Un exemple assez parlant est celui de Guelia Markizova, qui en 1936 rencontra Staline. Âgée alors de 7 ans, elle accompagna son père dans une délégation pour le Kremlin, où elle offrit un bouquet de fleurs à Staline, qui prit la petite fille dans ses bras. Avant de partir, il lui offrit plusieurs cadeaux, dont une montre onéreuse et un gramophone. Très vite, la photo de Staline et de Guelia fut diffusée dans tous les journaux du RSS. Ce moment fut reproduit en peinture et en sculpture, à des fins propagandistes.
Un an après cet événement, le père de Güelia est faussement accusé d'espionnage. Il est arrêté et exécuté en 1938. Il en sera de même pour sa mère qui mourra dans les camps quelques années plus tard. Ce n'est que 50 ans après les faits, avec l'ouverture des archives soviétiques, que Güelia est autorisé à consulter les dossiers concernant ses parents. Le régime soviétique avait craint l'icône qu'il avait lui-même créée. Des rapports constataient que la mère de Güelia conservait chez elle des portraits de Staline avec sa fille, ainsi que les cadeaux que ce dernier leur avait offerts. Par peur de l'influence potentielle qu'il pourrait avoir, les parents de Güelia furent éliminés. Tous les exemplaires de la statue baptisée « l'ami des enfants » furent détruits et le sculpteur fut condamné à 18 ans de goulag. Cette histoire est un exemple de l'incertitude permanente qui règne dans un pays totalitaire. Même en suivant les ordres, même en allant dans le sens du régime, même en acceptant d'être utilisé comme outil de propagande pour humaniser votre leader, vous ne savez jamais si le lendemain, vous ne serez pas qualifié d'ennemi du régime. Et toi, pourquoi? J'ai embrassé une fille juive. Oh. Et ta bite est tombée? Le but du totalitarisme étant la domination totale de la société, l'utilisation des camps occupe une place capitale dans le système. Qu'ils soient de travail, de rééducation, de concentration ou d'extermination, les camps sont les institutions centrales du totalitarisme. Ils sont le lieu de la négation de la nature humaine. L'endroit où l'on va déconstruire l'individu et enfermer le fautif, le nuisible ou l'ennemi total, pour au mieux le remodeler à l'image de la société, au pire s'en débarrasser. Dans ces lieux, votre naissance, votre mort ne compte plus. Il n'y a plus de différence entre vous et votre voisin. Il n'y a plus aucune imprévisibilité, ni spontanéité. Tout ce qui faisait de vous un être humain disparaît. La terreur est l'essence du système totalitaire. Il n'y a pas que dans les camps qu'on va déconstruire l'individu. Ça se fait en permanence dans la société. Vous ne savez jamais quand vous pouvez vous faire arrêter, emprisonner, exécuter. Il y a une propagande permanente, une surveillance permanente, qui fait que vous ne vous sentez plus en sécurité, ou en liberté nulle part. Tout cela amène à un aspect rarement vu dans l'histoire de l'humanité. C'est celui de la délation. Une délation particulière, car elle incombe également des dénonciations au sein même d'une famille. La terreur totalitaire a eu pour résultat d'avoir des enfants qui dénoncent leurs proches, comme ce fut le cas du petit Pavel Morozov, qui dénonça son propre père. La délation même au sein du champ privé grâce à la terreur est l'aboutissement du régime totalitaire, sa réussite. Ainsi, même dans votre maison, vous êtes sous pression, car vous pouvez vous faire dénoncer par vos proches, vos amis, vos voisins, vos enfants. Le résultat est qu'il n'y a plus d'individu. On l'a détruit. Les personnes sont atomisées. Apparaît alors une masse indifférenciée. L'idée que tous les hommes deviennent un. Vous devenez un rouage d'une gigantesque machinerie et vous êtes écrasé en permanence par le poids de cette machine. On fond l'individu dans la masse et on fait de la masse un seul grand homme idéal qui sera guidé par une idéologie. Le communisme guidera l'homme nouveau et le nazisme guidera l'homme arien. Le résultat pour les habitants, ce n'est pas seulement l'isolement, la solitude, mais c'est ce que Hannah Arendt appelle la désolation. Le totalitarisme détruit aussi bien la vie publique que la vie privée. Il concerne l'ensemble de l'existence. Cela signifie qu'il y a une absence des relations entre les gens et une perte de la conscience qu'on vit sur une terre entourée des autres. Le totalitarisme est donc un régime, un système ou un processus politique qui vise la domination totale de la société. Il peut être de droite ou de gauche, en fonction qu'il se tourne vers le passé, en voulant se baser sur des traditions ou des mythes immémoriaux, ou vers l'avenir, en voulant bâtir un régime nouveau, allant dans le sens de l'histoire.
Dans tous les cas, il se construit sur une idéologie qui s'appuie sur un livre, un pamphlet, un manifeste de référence, et qui va aider à endoctriner toute la société et à monopoliser chacun de ses aspects. La police politique veillera à ce que tout le monde occupe la place qui lui est assignée et le régime n'hésitera pas à avoir recours au camp, si nécessaire, ainsi qu'à la terreur. Ainsi, le totalitarisme créera par ses moyens un homme nouveau ou un homme supérieur qui sera le fer de lance de son régime, au détriment de l'individualité qui, elle, sera annihilée. C'est ainsi que nous pouvons conclure ce documentaire qui fut probablement l'un des plus difficiles que nous ayons eu à réaliser, de par les recherches que nous avons dû effectuer et surtout de par le caractère brutal et morbide de ces régimes qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. On espère donc que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et surtout à donner vos analyses, vos sources et vos opinions en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur le Rudius.